Bien, bonjour à tous, on se retrouve pour la dissertation portant sur les organismes privés chargés de la gestion d'un service public. Le sujet est le suivant, la distinction entre les SPA et les SPIC. SPA donc pour services publics administratifs, SPIC pour services publics industriels et commerciaux. C'est un sujet somme toute très classique qui ne risque pas forcément de tomber en concours. Alors on va d'abord s'attacher à étudier la problématique que j'ai formulée. Si les services publics ont vocation à satisfaire les besoins de la communauté nationale, il était apparu nécessaire de les distinguer chacun. Ainsi, si une méthode d'identification des services publics est nécessaire et semble claire, en quoi la distinction des SPA et des SPIC s'avère bien plus délicate à opérer pour les juges. Blablabla, finalement, la problématique est très très simple, hein, on reprend simplement le sujet, on va se poser la question de la distinction. Alors, on va d'abord commencer par l'introduction. Si vous voulez bien, par l'amorce. L'amorce choisie est assez longue. C'est une citation de Léon Dubuis, professeur éminent de droit public, mais surtout connu pour avoir fondé l'école du service public. Donc c'est une citation issue de l'un de ses articles de la situation des particuliers à l'égard des services publics, paru en 1907. Citons. Les gouvernants modernes ne doivent plus seulement alors gouverner la police et la justice proprement dites, mais encore ce que certains publicistes appellent d'un mot commode la culture, à savoir l'enseignement, l'assistance, l'hygiène, la protection du travail, les transports, etc., etc. Il va de soi que cette multiplicité et cette variété des activités publiques entraînent à la suite une extrême complexité et diversité dans l'organisation des services publics. Citation très longue que vous ne pourrez certainement pas reproduire en temps réel. L'idée, c'est bien sûr de rappeler, lorsqu'on parle de police et de justice, les fonctions régaliennes. Mais le service public va au-delà, avec l'avènement de l'État-providence. Et on est en 1907, hein. Donc il y a ce contexte aussi. Euh, Au-delà, hein, on peut retrouver l'enseignement, l'assistance, l'hygiène, hein. Ça rappelle un peu le triptyque de l'ordre public, hein, concernant la salubrité publique et tous autres services publics. Donc là, au moins, on a mis le mot service public. On rappelle brièvement dans l'amorce que l'action administrative va se concrétiser par le développement massif des services publics. Il y en a de plus en plus. Passons à présent au bloc de définition. On peut reprendre classiquement la définition du professeur René Chaput qui définit le service public comme une activité d'intérêt général assurée ou assumée par une personne publique. Vous conviendrez que ce n'est pas suffisant. On ne sait pas de quoi il s'agit. Une activité d'intérêt général, d'accord. Par une personne publique seulement? Vous voyez, c'est imprécis. Raison pour laquelle j'ai choisi de compléter cette définition par celle de Léon Dubuis. Donc il précise en disant que c'est toute activité dont l'accomplissement doit être assuré, réglé et contrôlé par les gouvernants, parce que l'accomplissement de cette activité est indispensable à la réalisation et au développement de l'interdépendance sociale, et qu'elle est de telle nature qu'elle ne peut être réalisée complètement que par l'intervention de la force gouvernante. C'est déjà beaucoup plus précis, ça montre l'importance de cette activité qui doit se réaliser par le service public. On peut également rappeler comme élément les lois de Roland de 1930 qui vont euh, dégager les trois principes, à savoir les principes de mutabilité du service public, de continuité du service public et d'égalité du service public, vers les années 1930. On peut aussi faire une assise historique avec l'école du service public. La reconnaissance des services publics au début du XXe siècle aura eu des conséquences immédiates, notamment depuis l'Union européenne, l'ancienne CE, et Maastricht, qui tend à redéfinir cette notion de service public. Voici pour le bloc de définition. À présent, on va passer à la mise en tension. On peut rappeler, mais comme toute matière de droit, que l'évolution de la jurisprudence est continue, elle est consécutive. Consécutive également par les différentes interventions publiques qui se sont multipliées. Le service public, il y en a de plus en plus. Il est possible, mais on peut garder cela comme cartouche pour les développements, de dénoncer euh, la jurisprudence Société commerciale de l'Ouest africain de 1921 du tribunal des conflits, autrement appelé Bac des Locas, qui permet de distinguer
Ça a permis d'introduire le sujet, les SPA et les SPIC. Donc les SPIC qui sont régis par du droit privé. La catégorie du service public suppose l'application de règles qui sont identiques, qui sont consubstantielles à sa mission même. Une mission d'intérêt privé, par principe, on va supposer que c'est du droit privé qui s'applique. Et inversement, une mission d'intérêt général public, euh, il est très fort probable que s'applique du droit public. Donc ce sont en fait des méthodes à la disposition du juge, de sorte à ce qu'il puisse distinguer ces deux types de services et appliquer le régime correspondant. Ainsi, pour faciliter cette identification des services publics, il y a un socle commun qui régit les services publics, destiné à garantir à la fois les droits de ses utilisateurs et les intérêts collectifs. Et oui, parce que qui est bénéficiaire du service public? Les usagers. Ceux-ci attendent un service public de qualité. Et en obligation, l'État doit fournir un service de qualité. Il peut y avoir des distinctions au sein des distinctions avec les EPA ou les EPIC, établissements publics administratifs ou établissements publics industriels et commerciaux. Nous ne rentrerons pas dans le détail dans ce devoir. Alors on repose la question, hein, la problématique. Si les services publics ont vocation à satisfaire les besoins de la communauté nationale, donc on rappelle à quoi servent les services publics, il était apparu nécessaire de les distinguer chacun. Ça, cette distinction s'est imposée. Elle était nécessaire. C'est pas quelque chose qui a été fait de manière hasardeuse. Ainsi, si une méthode d'identification des services publics est nécessaire et semble claire, là on pose carrément le, la méthode d'identification qu'opère le juge pour les distinguer et qu'on pourra développer dans les développements. En quoi la distinction des SPA et des SPIC s'avère bien plus délicate à opérer pour les juges? C'est très banal, mais ça marche. La distinction étant un travail difficile à opérer, elle semble limpide de prime abord, théoriquement. Elle est bien plus délicate dans la pratique. Alors, grand 1, l'utilisation du faisceau d'indices, méthode d'identification employée par le juge pour distinguer les SPA et les SPIC. Grand 2, une logique distinction historique des SPIC et des SPA, mais en désétude face au droit de l'Union européenne. Point d'interrogation. Grand 1A, une distinction basée sur le critère organique, double point, une méthode soin écartée au profit du critère matériel. Grand 1B, une distinction basée sur le critère matériel des services. Grand 2A, une distinction logique d'origine historique des SPIC et des SPA. Grand 2B, une remise en cause de la notion des SPA et des SPIC par le droit de l'Union européenne. Notez qu'évidemment, vu comme cela, le plan n'a pas l'air d'avoir une vraie cohérence. Surtout le grand 2B qui est plus une réflexion, une ouverture. Et quant au grand 2A, celui-ci aurait pu être développé directement. Simplement, le choix que j'ai opéré, c'est de regrouper les différents critères qui sont utilisés par les juges. Cela me paraissait un peu plus cohérent, plutôt que d'en mettre un dans le 1 et l'autre dans le B. Alors, évidemment, distinction des SPA et des SPIC, on s'intéresse à cette méthode d'identification. Il va falloir la développer. Donc, grand A, une distinction logique d'origine... Non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Grand A, une distinction basée sur les critères organiques, une méthode souvent écartée au profit du critère matériel. Rien que dans le titre, on pose l'idée que le critère organique, il est utile, mais il est insuffisant, souvent. Donc il y a un critère organique d'abord que le juge emploie, ensuite il y a un critère matériel, ensuite il y a d'autres critères comme les clauses exorbitantes, comme la mission, comme la jurisprudence, etc. Alors, s'agissant du critère organique, par principe, les SPIC sont soumis aux juridictions judiciaires. Par principe, les SPA sont soumis aux juridictions administratives. Le critère organique, c'est cela. C'est quelle est la nature même des services, du service en question. Là, on peut citer à cet égard pour les SPIC la jurisprudence établissement compagnon Ré, un arrêt de section de 1961 qui va reconnaître des SPIC pour les usagers du service public. En réalité, ce devoir, je le trouve pas aussi pertinent que cela, puisque
Il faut distinguer les SPA et les SPIC selon le type de public qui est visé. Cela peut être les contrats. Des contrats de droit privé, évidemment, sont régis par du droit privé. Des agents du service public, des SPIC, seront régis par du droit privé. Il peut y avoir des exceptions, par exemple, concernant les directeurs de service. Donc, c'est la jurisprudence Conseil d'État 1923 de Robert Laffréguerre. Donc, ici, il est question de rapport de service avec le personnel. On constate qu'il y a une ambiance de droit public, donc s'applique le droit public. Idem, il y a une ambiance de droit public concernant des agents comptables en matière de comptabilité publique. Arrêt, Conseil d'État, section 1957, Jalanque de Labo. Et on pourrait continuer ainsi pour les SPIC. Pareil pour les SPA, par principe c'est du droit public, c'est l'arrêt TC 1996 Berkani qui pose cela. On a également parfois des contrats administratifs qui sont régis par des règles de droit privé. Exemple, Conseil d'État 1903 Terrier. Voilà, c'est pour s'agissant du critère organique. Mais il n'est pas suffisant. Finalement, ce que le juge utilise surtout, c'est le critère matériel des services. Donc là encore, s'agissant des SPIC, s'il s'agit d'un secteur commercial, il sera régi par des règles de droit privé, puisqu'il est question de prestations qui dépendent du jeu du marché. Donc c'est application commerciale. Il est question de prévoir une certaine souplesse dans les interventions de ce domaine. Le juge déploie donc pas à pas la méthode du faisceau d'indices. Il va s'attacher à l'identification du contrôle de l'objet, des ressources des méthodes de fonctionnement des services. C'est l'arrêt Conseil d'État Assemblée 1956, Union syndicale des industries aéronautiques, USIA. Donc vous voyez, il y a 3 points que le juge va regarder pour caractériser un SPIC. Il y a souvent 2 indices sont seulement retenus, il s'agira notamment du contrôle de l'objet et des ressources. Alors, on va les détailler ensemble. Premièrement, s'agissant de l'identification de l'objet du service, il est question de se demander si le service répond à une fonction normale de l'administration. Si l'activité est désintéressée, il s'agira d'un SPA. Si l'activité est marchande, elle est une entreprise privée, il s'agira d'un SPIC. L'identification est bien entendu à nuancer, en ce sens que certains services vont bénéficier d'une véritable présomption d'administrativité. Et en cela, les SPA vont disposer de modes de financement particuliers, de conditions d'exploitation particulières qui, de toute façon, n'ont aucune incidence. Par exemple, l'arrêt Conseil d'État 1985 Géisson ou un avis du Conseil d'État 2000 Madame Torrent. Ça, c'était le premier point de l'arrêt USIA de 56, c'était l'identification de l'objet du service. Deuxième point, c'est le mode de financement du service. Il s'agira d'un SPIC puisqu'il s'agit de financement privé. Si il est question de redevance facturée à l'usager, on peut citer la jurisprudence Conseil d'État Assemblée 2007, Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine. Et il s'agira d'un SPA si le service est financé par de l'impôt, c'est-à-dire par le contribuable. Donc, si le SPA est également gratuit, ça vous fait rappeler la notion même de gratuité du service public, Conseil d'État 1930, Benoît. Enfin, troisième point, la question de l'identification des modalités du fonctionnement. Si les méthodes utilisées sont d'origine administrative, il s'agira d'un SPA. S'il s'agit du droit privé, du contrat, enfin, s'il est question de contrat de travail, il s'agira de SPIC, donc du droit privé. Vous voyez, il n'y a pas véritablement de réflexion pour traiter un sujet comme tel. Il faut simplement développer les méthodes. Évidemment que c'est plus complexe que cela, mais ça peut faire l'objet de rapports. Grand 2, une logique distinction historique des SPIC et des SPA, mais peut-être en désuétude face au droit de l'UE. De prime abord, effectivement que cette distinction semble claire, mais elle peut être remise en cause par l'évolution progressive du droit de l'UE, qui a une vocation marchande, d'essence même, et qui peut-être qu'on peut se rapprocher des SPIC. C'est une question à poser. Alors le choix est curieux, effectivement, le grand A consacre une distinction logique d'origine historique des SPIC et des SPA. Finalement, c'est le retracement jurisprudentiel, comment on aboutit au SPA, comment on aboutit au SPIC. Et c'est un problème qui s'était posé en fait à la fin du 19e siècle et qui a été réactualisé au début du 20e siècle. C'est pour cela qu'on a utilisé Léon Duguy comme auteur en citation.
Et il était question de redéfinir le critère du droit administratif, puisque l'arrêt Blanco l'a déjà fait dans une certaine mesure. Le critère de droit administratif méritait en tout cas d'être étendu pour les services publics. Donc il est vrai qu'a priori, la simple activité de service public historiquement suffisait à emporter la compétence du juge administratif, raison pour laquelle la jurisprudence Blanco de 1873 a été appliquée du tribunal des conflits. Le problème étant le développement de ce qu'on peut appeler un socialisme municipal, c'est-à-dire la multiplication progressive de services publics à vocation économique. Et là intervient la notion de SPIC. Or, auparavant, avant 1921, avant l'arrêt Bagdeloka, s'appliquaient de manière détournée des règles de droit privé. Par exemple, s'agissant de contrats de fourniture, Conseil d'État 1912, Société des granites porphyroïdes des Vosges. Il était donc nécessaire de retracer de réaffirmer, d'affirmer une distinction entre SPIC et SPA. Alors revenons-en vite fait à la jurisprudence qui est absolument à mettre dans une copie sur les SPIC. C'est le Tribunal des conflits 1921, Société commerciale de l'Ouest africain, que l'on appelle également BAC des Loca. Donc on va juste faire un petit retracé historique. En l'espèce, il était question de la période de colonisation française et il était intervenu un accident sur un bac de transport qui est appelé BAC des Loca. Et il devait relier les lagunes d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Le propriétaire du bac des locas, du véhicule, avait porté une action de responsabilité contre l'État. Il était question de savoir s'il s'agissait du droit public ou du droit privé qui s'appliquait. Et puisqu'il s'agit d'une activité de transport, la compétence revenait aux juridictions judiciaires. Mais le Conseil d'État a très rapidement combiné une notion de service public et service industriel dans la même année, Conseil d'État 1921, Société Générale d'Armement. En effet, la notion de SPIC à proprement parler n'était pas claire dans l'arrêt Bagdeloka. Ça, c'est pour les SPIC. Concernant les SPA, cette reconnaissance est intervenue plus tardivement, en 1938. Conseil d'État 1938, caisse primaire d'aide de protection. Euh, une personne privée peut tout bien gérer un service public. La jurisprudence Bagdeloka finalement n'a pas réellement évolué, elle est toujours d'actualité. On peut citer un récent arrêt, Tribunal des conflits 2017, Société Centre-Léman. On applique simplement les mêmes méthodes. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Grand B, dernière partie, la remise en cause de la notion de SPA et de SPIC par le droit de lieu. On aurait pu mettre un point d'interrogation, puisqu'aujourd'hui ces notions persistent. Mais c'est vrai que depuis le traité sur le fonctionnement de l'UE de 1957, ces notions ont été revues par le prisme du dogme européen, qui sont d'essence libérale. Il y a une logique concurrentielle. Or, cela contrevient à l'idée même qu'on se fait du service public, et notamment de son idée de gratuité. De plus, l'Union européenne aura dégagé des notions de sa propre conception du service public, qu'elle a SIG, SIEG, Service d'intérêt économique général, retracé dans les articles 14 et 106 paragraphe 2 du TFUE, mais également dans le protocole 9 euh, ou même dans la Charte des droits fondamentaux à son article 36. Cette notion de droit a déjà été utilisée. C'est la raison pour laquelle cette vision européenne s'inscrit en porte-à-faux avec la conception française. Mais puisque la France est partie prenante de l'UE, elle doit s'adapter à celle-ci. L'idée reste tout de même de concilier les lois du marché, mais sans pour autant réduire les droits exclusifs. Alors l'Union européenne va imposer à chaque État membre un recentrage et une clarification des missions qui leur sont imparties. Toutefois, cette imposition n'est pas absolue, elle est même assez timorée. L'UE, en effet, laisse un certain libre choix de propriété aux entreprises. Aucune privatisation des services publics n'est en effet imposée, selon l'article 345 du TFUE. Par principe, les SPA et les SPIC sont donc maintenus, dès lors que leur soumission aux règles européennes de la concurrence ne vaut que, je cite, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. La mission doit rester la même, initialement énoncée en droit national. Enfin, pour conclure, on peut dire que pour maintenir un SPIC ou un SPA dans un État membre,
La possibilité des États membres de restreindre le libre jeu de la concurrence se heurte à une double limitation, selon l'arrêt CJCE 1997 Commission contre France. D'une part, les dérogations qu'on va accorder aux États membres ne doivent pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'intérêt général incombant aux missions publiques. D'où interviennent les contrôles de proportionnalité. D'autre part, les missions du service public français ne devraient pas compromettre les développements des échanges entre les États membres, donc contre les intérêts de l'Union européenne. Reste que la notion de SIG et plus généralement ces deux conditions de l'arrêt Commission contre France de 97 tend à compromettre cette distinction classique et plutôt facile de la notion de SPA et de SPIC. Il reste que cette remise en cause est conditionnée. En espérant que cette vidéo vous aura aidé.